Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Ring the Bell sur 100% Live, votre émission qui parle de catch. Vous le savez, comme tous les vendredis soirs, on se retrouve pour parler du catch de la semaine. Aujourd'hui, trois guests merveilleux, c'est tous des revenants. Et on commence tout de suite avec le premier, c'est Andrew. Comment tu vas? Bonsoir à toi, PA, et bonsoir à tous. Ben, ma foi, ça va plutôt bien dans l'ensemble, en espérant passer une bonne émission à parler catch et puis à profiter de l'instant, même si on va parler de Raw malheureusement. On n'a pas le choix, hein, c'est un peu le but. Pas d'émission spéciale cette semaine vu qu'il n'y a pas de pay-per-view ce week-end et qu'il n'y en a pas eu la semaine dernière. On revient à un format plus classique. Deuxième larron de cette merveilleuse équipe, c'est Maximilien. Comment tu vas? Salut PA, salut tout le monde. Écoute, petit coup de barre suite à une deuxième injection de vaccin anti-Covid, mais sinon tout va bien, prêt à parler de catch avec vous. Je suis impatient de débattre et de discuter de Raw notamment, de la AEW aussi. Bref, content d'être ici. Oh, AEW, les news, on a presque fait le sommaire déjà de cette émission. Et enfin, dernier équipier que j'ai, c'est Thomas. Comment tu vas? Très bien, PA, merci de demander, tout va très bien et j'ai hâte de parler catch également pour ce petit ring the bell entre nous. Allez, je vais vite fait passer au sommaire de l'émission. Donc, comme d'habitude, vous en avez maintenant l'habitude, comme je viens de le dire. Trois segments spéciaux à Raw. Ensuite, Maximilien nous présentera la chronique All Elite. Trois news. Et enfin, un merveilleux débat qui va porter sur eh bien, la période qui va bientôt s'achever à la WWE, la Covid era, entre guillemets, l'ère sans spectateurs, où on se demandera quelle a été là où les superstars de cette période. Mais on commence tout de suite avec Raw. Et le premier segment de cette émission, c'est la merveilleuse dynamique entre Eva Marie et Piper Niven qui a été renommée Doudrop, quelque chose que l'on aime tous ici, pardon. Andrew, toi, qu'est-ce que tu penses déjà de cette alliance et de ce qui se passe entre ces deux? Ah, Raoult. Moi, j'aime bien ce qui se passe en ce moment entre ce qu'ils font d'Eva Marie. On savait très bien que Inrit, ça allait être une catastrophe, on l'avait tous pressenti, et au final, il l'utilise au minimum dans le ring. Mais par contre, j'aime beaucoup l'utilisation de, comment s'appelle son ancien nom, si tu peux m'aider, PA. Piper Niven. Voilà, de Piper Niven, j'aime beaucoup l'utilisation qu'ils ont fait d'elle. C'est pas l'élément faible, c'est même l'élément très très fort. Je pense qu'ils sont en train de la construire. Donc pour un début, je trouve dans le main roster, c'est bien. C'est vrai que ça fait du bien aussi un peu de fraîcheur dans le roster féminin parce qu'on en a grandement besoin. Mais l'histoire qui en sort pour le moment m'intéresse. Voilà, c'est pas non plus l'extase totale, mais m'intéresse et ça me dérange pas de les voir, on va dire, in-ring. Bon, moi, je voyais ma Marie, mieux je me porte, mais in-ring, il y a un énormément potentiel pour Piper Niven. Alors moi, j'aime pas du tout ce qui se passe, on expliquera après. Est-ce que Maximilien, tu vas rejoindre Andrew ou est-ce que tu vas me rejoindre du côté on n'aime pas? Alors, comment dire, j'ai pas un avis encore très tranché sur cette storyline, sur les débuts de Piper Niven. Je refuse de l'appeler Doudrop, pour moi c'est Piper Niven. J'étais content de la voir dans le main roster parce qu'elle a beaucoup de talent, elle a une personnalité, elle a un gros charisme qui l'a fait connaître un certain succès sur la scène indépendante britannique. Je suis content de la voir rejoindre les rangs de la division féminine à Raw qui en a bien besoin. Mais l'avoir associée à Eva Marie, ça m'emballe pas plus que ça. Sauf si éventuellement le but final c'est que la rivalité se déclare entre elle et Eva Marie et qu'elles finissent par remporter cette rivalité et qu'on ne parle plus d'Eva Marie après ça. Là je serais très content, malheureusement j'en doute. Mais cela dit, je pense que c'est une super addition au roster féminin. Je le retire pas. Et on verra comment ça se passe pour elle. Je ne suis, comment dire, je suis pas encore décidé sur cette storyline. J'attends encore quelques semaines avant de me prononcer réellement. Mais par contre, je peux vous garantir que Piper Niven, donc Doudrop, mon dieu, c'est horrible, sera une vraie plus-value à la division féminine. Parlons-en de cette division féminine de Raw qui est, j'ai envie de dire décimée, c'est terrible ce qui se passe. On est Doudrop et Eva Marie pardon, Piper Niven, bon, et Eva Marie se battent contre Asuka et battent Asuka surtout et Naomi. Bon, pourquoi pas. Thomas, toi, qu'est-ce que t'en penses de cette dynamique entre les deux? Bah, j'en pense pas grand-chose vu que je dois être peut-être limité, je sais pas. Je comprends pas où ils veulent aller parce que ça vient de commencer là, l'arrivée de Piper Niven et de Eva Marie qui effectue son retour avec toutes les
toutes les vignettes, tout ça. Mais déjà, il y a des dissensions. C'est un truc que je comprends pas. Genre, normalement, il y a des dissensions au bout de enfin, 2, 3 mois, enfin, un peu plus. Là, je sais pas, j'ai l'impression que ça vient de commencer et il y a déjà des dissensions. Je vois pas trop où ça va aller. Et Eva Marie, quand même assez agaçante. Faut le dire. Et donc, je vois pas trop où ça va aller. Je suis déjà pas fan de base de Eva Marie, comme beaucoup de monde. Mais autant, si on la voit pas sur le ring, c'est bien. Mais si on pouvait éviter de lui donner un micro, ce serait pas mal aussi. Parce que c'est quand même très agaçant. Et c'est sur ce dernier combat, donc face à Asuka et Naomi encore une fois, où il y a une tentative de trahison, je sais même pas comment appeler ça, où après Eva Marie ou Piper Niven remporte quand même le combat, et Eva Marie s'attribue la victoire, certes, ok, ça c'est heal, il n'y a pas de souci, j'aime bien, mais pourquoi Piper Niven ne descend pas pour lui mettre une claque? Pour lui dire, bon, bah voilà, t'es gentil, mais dis mon nom, quoi, c'est moi qui ai gagné, c'est pas toi. Donc voilà, je sais pas où ça m'intéresse déjà pas des masses, mais si en plus je comprends pas ce qu'ils veulent faire, ça va pas m'intéresser encore plus. Donc bon, voilà, pas beaucoup de choses à dire à part ça. Non, clairement, moi, cette storyline m'insupporte. Déjà, avoir renommé Viper Niver en Doudrop, C'est ridicule. c'est très ridicule. Et puis, quand on voit dans le segment où Eva Marie qui regarde de haut en bas le corps qui sort avec ce nom, c'est terrible. Et puis, Eva Marie m'insupporte, mais m'insupporter, c'est faible. Le mot est faible. Donc, on va passer. On va passer au deuxième segment qu'on a choisi pour ce recap de Raw. Et c'est encore une fois une dynamique. C'est entre Matt Riddle et Randy Orton. Randy Orton qui n'était pas là à ce Raw. Et du coup, Riddle a décidé de s'approprier la musique, les moves, le RKO, tout en fait. J'ai l'impression qu'on a Riddle Orton, Randy Riddle, comme vous voulez. On continue avec RK Bro, mais loin des titres par équipe, c'est très bizarre. Maximilien, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors pour le coup, j'étais vraiment pas emballé par l'équipe de Orton et Riddle au début. Autant là, Riddle qui de plus en plus se prend pour Randy Orton de façon flagrante lors de cet épisode de Raw, j'ai trouvé ça excellent. J'étais pas très sensible à l'humour qu'apportait Matt Riddle jusqu'ici, mais j'ai passé un bon moment à suivre la Battle Royale et puis le match triple menace dans le main event. Donc j'étais agréablement surpris. Après, tu soulèves un bon point, c'est-à-dire que Riddle et Orton sont encore loin des titres par équipe. D'ailleurs, les titres par équipe, je pense qu'ils sont loin de Raw, donc ça c'est encore un mystère du côté de Raw. Mais je vais quand même donner un petit avis positif sur ce qui s'est passé lundi, parce que comme je l'ai dit, j'étais pas emballé au départ. Donc le fait que j'ai été intéressé par la soirée de Matt Riddle, comment dire, je me sens encouragé pour la suite de cette histoire entre Orton et Riddle. Je sais pas où est-ce que ça va mener. Alors ça va très certainement mener vers Orton qui finit par punkicker Riddle dans une rivalité. Je l'espère quelque part. Mais en attendant, voilà, j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé que ça me mettait un petit peu de fun dans cet épisode de Raw. Et je suis impatient du coup de voir la suite, comment Orton va réagir, et de voir ça la semaine prochaine. Moi, j'ai beaucoup de mal à accrocher à cette storyline, dans le sens où, clairement, je comprends pas où ils vont. Je pense, comme toi, que ça va mener à Orton qui va craquer et qui va décapiter Riddle avec un kick, mais pour le moment, j'ai du mal à le comprendre. Thomas, toi, qu'est-ce que tu as à dire sur cet angle un peu bizarre? Déjà, comme Maximilien, moi j'ai du mal avec Riddle, hein. Je l'ai déjà dit ici. Riddle, je suis pas spécialement fan de son personnage, il m'agace un peu, mais il faut avouer que il est divertissant. Et là, j'ai bien aimé tout ça, cette idée de le remplacer, parce qu'en gros c'est ça, il le remplace, il catch au nom de Randy Orton. Donc l'idée de la musique, de refaire évidemment le RKO, la pose de Randy Orton avec les feux d'artifice derrière, tout ça. Moi, ça me plaît bien. Après, à voir ce que ça va donner, mais certes, oui, on a une grande chance, comme la plupart de ce style d'équipe, la WWE, ça va partir un peu en rivalité entre les deux, mais j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça intelligemment écrit. Donc ça veut pas dire que c'était intelligent, mais au moins c'était bien écrit pour les scènes de comédie un peu, vu que la plupart
des écrivains d'Euro sont des comiques qui ne connaissent rien au catch, au moins là, c'était bien écrit. Ensuite, même niveau du combat, c'était quand même la Battle Royale était fun à suivre, mais surtout le combat en main event, j'ai trouvé très très bon. Et j'ai bien aimé la partie où vraiment Riddle et AJ Styles étaient face à face. Et ça donne envie de voir des matchs solo entre eux deux, parce qu'il y a beaucoup de talent sur le ring avec ces deux gars. Donc voilà, du positif à retenir sur ce point-là. C'est rare, donc on va le souligner. Il y a beaucoup de positifs. Donc voilà, ça fonctionne bien, c'est le principal. À voir ce qu'ils vont en faire. Mais pour l'instant, moi je trouve que ça fonctionne bien. Bon, c'est vrai que c'est pas le segment le plus pire de Raw chaque lundi, donc bon, pour l'instant on va pas trop gueuler là-dessus. Je pense qu'on va rester tranquillement. On va reparler de ce triple menace en main event juste après que Andrew nous ait donné son avis sur ce segment entre Riddle et Orton, sur ces segments, pardon. Alors moi personnellement de mon côté, j'adore vraiment les chips Orton Riddle. Je trouve que ce qu'ils en font est très bien. Puis une ring, on va pas se mentir, Riddle est un très très bon élément. Mais là, je trouve que c'était légèrement trop, peut-être, bien écrit, mais peut-être un chouïa trop. La musique, la pause, tout ça, c'était peut-être un peu trop à mon goût. Mais est-ce que, vu qu'on est sur un segment comédie, on partirait pas sur un Orton la semaine prochaine ou quand il reviendra, en mode Riddle? Pourquoi pas? Apprendre le moveset, bon, peut-être pas la prise peut-être pas le 360 de la, Oh non, de la, s'il vous plaît, non. du coin. Mais moi, pourquoi pas peut-être le faire comprendre à Orton, comme ça fera comprendre à Riddle que c'est pas ouf de prendre le personnage des autres. Donc, je sais pas, à voir ce qu'ils vont emmener, mais sérieusement, Riddle in ring, le final avec Damien Priest, oh là là, mais cet homme mérite un push solo aussi, Riddle. Comme Damien Priest, hein, c'est pas en le faisant battre The Miz et Morrison toutes les semaines à un moment donné qu'il va être push, mais moi, ça me plaît, j'ai hâte de voir où ça va mener. Ou alors, je sais pas si Orton à force va apprécier vraiment bien Riddle et ça, Riddle qui s'énerve, mais je verrai pas pourquoi. Donc oui, la chose la plus logique, ce serait une bonne autorisation d'Orton, comme il sait les faire. Et voilà. Mais moi, j'apprécie beaucoup ce que je vois, donc quand j'apprécie, j'ai envie de regarder. Quelle idée horrible. Orton en Riddle, non mais n'importe quoi. Ça me ferait plaisir personnellement. Espèce de taré, n'importe quoi. Bon, allez, on va passer au main event de ce Raw. C'était le match triple menace pour la qualification, la dernière place qualificative de Raw pour le Money in the Bank masculin. Et c'est Drew McIntyre qui a remporté, à la surprise générale, pas du tout, ce dernier spot. Alors, messieurs, moi j'ai une question pour vous. Imaginons que Drew McIntyre remporte ce Money in the Bank. Est-ce qu'il a le droit de cash in sur Bobby Lashley? Parce qu'on sait qu'Aileen Nussel, c'était sa dernière chance, supposée. Donc, est-ce qu'il doit attendre que Lashley ne soit plus champion ou alors est-ce qu'il va pouvoir le cash-in quand même? Thomas, tu es le premier à répondre à cette question et tu n'as pas 4 heures. Ah, dommage. Évidemment qu'il aura le droit. S'il gagne, on va espérer que non, mais bon, là, on va croiser les doigts, mais j'y crois moyen. Que s'il gagne, évidemment qu'il peut cacher sur Bobby Lashley, vu que la WWE ne respecte pas ses propres règles. Hein. Même au Money in the Bank, on se souvient tous de Brock Lesnar qui arrive à 90% de la fin du match. Hein, le match était très bien entamé déjà. Lui, il arrive, il met 2-3 souplesses et il remporte la mallette. Hein, avec cette phrase incroyable de Christophe Ajus qu'on peut retrouver, qui était géniale. Meilleur moment du combat. Je suis même pas sûr qu'il met 2-3 souplesses. Je pense juste qu'il va tège à niveau de l'échelle et il prend la mallette. Ça doit être ça, il me semble, ouais, dans mes souvenirs. Il me semble qu'il mettait une souplesse, mais je suis pas sûr. C'est vrai que. Enfin bref. Voilà, la WWE ne respecte pas ses propres règles. Donc évidemment que si Drew McIntyre remporte la mallette, il va arriver le jour même ou le lendemain à Monday Night Raw pour utiliser son contrat Money in the Bank. C'est écrit comme ça s'il gagne. Hein. Il va pas garder la mallette comme The Miz lors de sa première victoire ou Edge qu'il avait gardé pendant près de 9 mois. Donc voilà, on sait comment ça va se passer. C'est dommage, encore une fois. Hein. On aurait pu voir même Riddle donc Orton ou AJ Styles. Voilà, c'est des gars qu'on a quand même envie de voir, surtout AJ Styles
à ce niveau-là avec une mallette. AJ Styles pourrait faire vraiment quelque chose de bien avec une mallette. On le sait, il a beaucoup de talent au micro et sur le ring, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça peut donner, parce que bon là, pour l'instant, autour de Bobby Lashley, il y a Kofi Kingston qui s'en est pris à MVP. Donc voilà, Kofi Kingston est un peu autour du titre, à voir ce que ça va donner, mais je pense que Bobby Lashley va conserver. Donc si on va se retrouver pour la 64e fois, il me semble, depuis WrestleMania pour un McIntyre-Lashley, on va pas dire que je suis emballé, hein, mais bon, on va voir, on va voir. Mais pour répondre à ta question, évidemment, hein, la WWE ne respecte pas ses propres règles, PA, tu le sais plus que nous. Ah, je le sais très bien, mais moi, là, pendant que tu parlais, j'ai une petite idée qui m'a mûri dans la tête. What if Drew McIntyre gagne la mallette, l'encaisse sur Bobby Lashley, il gagne, et Adam Pearce vient et lui fait ben non, t'avais pas le droit d'encaisser sur Bobby Lashley. Et on est reparti pour 6 mois de feud, et ça c'est beau. Autour du titre, c'est merveilleux, vous allez voir. C'est incroyable, très épicé, c'est merveilleux. Andrew, même question, est-ce que Drew McIntyre va cash in la mallette ou est-ce que la WWE va, pour une fois, respecter ses règles? Ils vont juste pas le faire gagner. Comme ça, au moins, il y a Certes. fin du débat. Comme ça, parce que je n'en peux plus. J'adore Drew, hein, c'est pas le problème, j'adore Drew. Mais ça commence à faire beaucoup, hein. On n'a pas un autre challenger qui traîne. On a pris Kofi Kingston. Bon, ben voilà. Que quelqu'un avec la manette, pas comme l'année dernière avec Otis, je vous en supplie, quelqu'un qui peut potentiellement gagner le titre après un cash-in. Mais voilà, on espère juste que il fasse le bon choix, parce que j'ai pas compris le choix de l'avoir mis dans Money in the Bank. Bon, même si on sait tous que ça peut arriver qu'il gagne, et ce serait pas normal, mais comment dire, pas surprenant. Enfin, voilà, en fait, il n'y aurait pas de surprise. Donc, pour moi, s'ils le mettent, c'est soit qu'ils vont faire une grosse surprise sur le Money in the Bank, et s'ils le font gagner, ben voilà, on repart pour je sais pas combien de temps de feud. Ou alors, ils cachent sur Roman Reigns. Ils font gagner Red Drew, puis il va à SmackDown, directement dans la foulée. Toi, t'aimes bien avoir des idées terribles comme ça, hein? Laisse Roman Reigns Bah, seul. je préfère voir Roman Reigns, Drew McIntyre, que encore pour la 48e fois Bobby Lashley, McIntyre. Non, certes, on verra. Comme tu l'as dit, Et de toute façon, le dernier match qu'on a eu entre les deux était très très bon. comme tu l'as dit, de toute façon, Drew McIntyre n'a pas encore gagné et on espère qu'il ne gagnera pas. Alors, on n'est pas en train de hater sur Drew McIntyre, mais ça fait beaucoup. On aimerait voir de nouvelles têtes au sommet. Vous me direz, on veut toujours voir de nouvelles têtes au sommet de Raw féminine et il y a toujours Charlotte et ça, c'est merveilleux. Oui, balle perdue pour Charlotte, c'est gratuit. Maximilien, qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça? Ben, je vais complètement rejoindre l'avis de mes deux camarades. J'ai pas vraiment envie de voir Drew McIntyre non seulement qualifié dans le Money in the Bank, mais encore moins de le voir gagner la mallette et refeuder avec Bobby Lashley. Pour répondre à ta question du début, PA, oui, je pense que Drew McIntyre peut s'en sortir dans une éventuelle quête pour le titre de champion de la WWE avec cette mallette tant que Bobby Lashley sera champion. Je pense que cette règle ne s'applique pas aux tenants du Money in the Bank, donc c'est comme ça qu'il s'en sortirait et je le redoute déjà énormément. Donc j'espère que c'est pas ce qui va se passer. J'espère que la mallette reviendra à quelqu'un d'autre. Qui exactement, je sais pas, mais pas McIntyre, parce que McIntyre devrait faire une pause pour ce qui est du main event de Raw et du titre de la WWE, parce que ça fait trop longtemps qu'il tourne autour. Il a eu un règne assez long déjà l'année dernière. Même si son règne a été un petit peu divisé en deux après une défaite contre Randy Orton, mais il a vite récupéré sa ceinture. Il faut faire une petite pause, il faut laisser de la place aux autres, il faut que Bobby Lashley affronte d'autres personnes aussi, parce que c'est pas bon pour son personnage de se retrouver que face à Drew McIntyre, c'est pas bon non plus pour Drew McIntyre de se retrouver tout le temps face à Bobby Lashley et de perdre, et là limite je me dis mais qu'est-ce qu'il fait dans le Money in the Bank? Il a déjà eu sa chance plein de fois et il a échoué plein de fois contre Lashley. Donc voilà, c'est beaucoup de réflexions qui me font dire que McIntyre peut en effet contourner cette règle qui l'empêche d'être champion du monde, mais aussi qu'il va peut-être le faire tout simplement, qu'il va peut-être
devenir champion de la WWE, mais que c'est pas une bonne chose. Donc j'espère voir du sang neuf très vite dans le main event d'Euro. Pourquoi pas Riddle, mettez Riddle. Ça fera plaisir à certains, pas à tous, mais au moins voilà, ce sera neuf, ce sera frais. C'est ce qu'on veut à ce point en ce moment à Raw. C'est très répétitif comme show, un peu moins ces derniers temps. Ça fait 2 semaines que ça se diversifie un petit peu, mais si c'est pour nous remettre Drew McIntyre dans le main event contre Bobby Lashley, c'est pas la peine. Enfin, le main event, c'est un petit peu ce qui tient un show en haleine. Et si au final le début du show change, mais que la dernière heure, la dernière demi-heure reste la même, c'est pas la peine, parce que au final c'est ce que le spectateur retient. Donc j'espère que Drew McIntyre ne remportera pas la mallette, parce que j'en ai un petit peu assez. J'en avais déjà assez au moment où il a perdu son titre contre Bobby Lashley. Je m'étais un petit peu lassé de voir McIntyre avec la ceinture. Donc j'espère que c'est pas pour nous le remettre dans une feud avec Lashley, quoi. On verra bien. Money in the Bank n'est pas très loin, je crois que c'est dans 2 semaines maintenant. Donc on verra bien sûr. Une émission spéciale sera consacrée à Money in the Bank sur cette chaîne, ne vous inquiétez pas. En attendant, on va sortir El Serrao dans le rétroviseur et je vais laisser la parole à Maximilien pour sa chronique spéciale All Elite. All Elite Wrestling Dynamite était de retour le mercredi sur TNT cette semaine. Donc forcément déjà ça commence très bien parce que Dynamite dans l'imaginaire collectif, dans notre conscience à tous, c'est le mercredi. Dynamite est de retour le mercredi, ça fait plaisir. Les fans sont présents dans l'arène, c'est le cas depuis 3 semaines maintenant, mais voilà, cette petite combinaison du retour au mercredi plus les fans dans l'arène, ça fait très très plaisir. Ouverture du show avec l'équipe d'Eddie Kingston et Penta qui font face aux champions par équipe de la AEW. On ne les présente plus, ce sont bien entendu les Young Bucks. Des Bucks qui dévoilent une pilosité faciale tout droit sortie d'un film softcore des années 70. Un combat fou, un combat de grande qualité, hein, comme vous pouvez vous en douter avec les 4 noms évoqués. Et une victoire pour Penta et Kingston qui auront droit à leur petit match de championnat pour les ceintures par équipe la semaine prochaine lors de Dynamite, une édition spéciale de Dynamite Road Rager. La suite, Darby Allin est de retour dans un segment où Scorpio Sky et Ethan Page provoquaient Sting et son protégé. Ces derniers s'en sont pris à leurs rivaux, Darby sortant d'un cercueil avant de se précipiter vers le ring pour corriger les irrévérencieux Sky et Page. Quelques jours seulement après sa défaite dans un match pour le championnat du monde contre Kenny Omega, Jungle Boy devient la première superstar de la AEW à atteindre la barre symbolique des 50 victoires. Pour ce faire, il bat Jack Evans, véritable icône du catch indépendant et membre actuel du Hardy Family Office, grâce à un snare trap. Félicitations Jungle Boy, c'est vraiment un super signal envoyé par tous les officiels de la AEW qui font quand même confiance à Jungle Boy qui est sans aucun doute le futur de la fédération. Et j'espère pour lui que la AEW tiendra longtemps parce qu'il a vraiment du talent. Il a un personnage complètement barré et très inédit et ça fait plaisir. Belle opportunité pour Brian Pillman Jr. qui affronte un homme en forme en la personne de Miro, le champion TNT actuel. La ceinture est en jeu et malheureusement pour Pillman, Miro domine allègrement les débats et conserve grâce à l'Accolade qui fait donc une nouvelle victime cette semaine. Match par équipe dans la division féminine et Vicky Guerrero, oui, Vicky Guerrero fait équipe avec Nyla Rose pour affronter Rebel et la championne de la AEW, Britt Baker. On n'est pas passé loin d'une victoire par roll-up pour Vicky, qui finit par abandonner suite à un lockjaw tout de même de Britt Baker. L'action ne s'arrête pas là puisqu'après le match, Nyla Rose fait passer la championne à travers une table à l'extérieur du ring et Nyla Rose se déclare très clairement comme la future challengeuse au titre de Britt Baker. J'ai quelques statistiques pour vous messieurs, j'évoquais donc Vicky Guerrero dans le combat. Il s'agissait ici du 27e combat de la carrière de Vicky Guerrero. Et elle a un record, elle a des statistiques qui sont assez étonnantes. Parce que sur ces 27 combats, elle en est quand même à 10 victoires, ce qui représente 37% de victoires contre 15 défaites pour 2 nuls. Donc voilà, les petites statistiques de la carrière de Vicky Guerrero qui, à 53 ans, est dans le ring, elle qui n'est même pas catcheuse de base. Voilà. Le main event de la soirée, le leader du
Pinnacle MJF contre le bras droit de Chris Jericho dans le Inner Circle, Sammy Guevara. Ce combat-là, messieurs et chers auditeurs et auditrices, je vous le conseille parce qu'il est tout bonnement incroyable. Après une demi-heure de combat, c'est une intervention finalement de Shawn Spears et un coup de chais sur le crâne de Sammy Guevara qui donne la victoire avec MJF. Mais oh mon dieu, messieurs, la demi-heure d'action dans ce combat, ça vaut vraiment le coup d'œil. On a droit à des prises incroyables, on a droit à des springboard pile driver, on a droit à des top rope Spanish fly, c'était vraiment spectaculaire. Donc c'est un combat que je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, jetez-y un coup d'œil. Les top et flop de AEW Dynamite. Donc là, je vous ai offert un petit résumé. Pour voir ce qu'on en pense vraiment de ce show, vous pouvez aller sur le site whisperfr.com et vous aurez les top et flop concoctés par Gus. La semaine prochaine, ce sera un Dynamite spécial. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt dans le segment, ce sera Road Rager. Donc c'est un Dynamite, mais c'est une édition un petit peu spéciale qui se tiendra à Miami. Donc là aussi vous pourrez attendre nos top et flop pour le show ou alors notre petit segment lors de notre émission adorée Ring the Bell. PH, je te redonne la parole. Promo pour le site, promo pour un match du show, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et des stats en plus. J'ai dit que Thomas était monsieur statistique, autant pour moi. On a un nouveau monsieur statistique apparemment. Thomas, il va falloir se reprendre. Hein. Attention. T'inquiète. Je ne m'inquiète pas du tout. Allez, on passe tout de suite aux news de cette semaine. 3 petites news dans le monde de la WWE cette fois-ci. Et on commence avec la première qui va pouvoir peut-être ravir ceux qui veulent du sang neuf dans le roster principal de la WWE. Puisque nous avons appris que Vince McMahon ainsi que d'autres officiels de la WWE étaient au Performance Center pour scouter des futures stars. Donc l'occasion pour les jeunes pousses de la WWE d'être peut-être propulsés dans le main roster ou à NXT. Alors on ne sait pas sur quelles superstars se sont concentrés Vince McMahon et autres, mais on sait qu'il était au Performance Center. On sait aussi que d'autres superstars y étaient. Par exemple, on a vu Sasha Banks se promener vers le Performance Center, peut-être pour scouter également, je ne sais pas. Andrew, toi, est-ce que tu es plutôt optimiste ou pessimiste par rapport à cette situation ? Ah, moi, je suis totalement pessimiste. Je suis désolé, hein, mais quand je vois à chaque fois qu'on envoie quelqu'un dans le même roster de NXT ou d'ailleurs, mais ça ne mène à rien. Je veux dire, regardez ce qu'ils font par exemple avec Damian Priest, ce qu'ils ont fait avec les Virgin Riders, ce qu'ils ont fait avec Ricochet, un petit peu avec Riddle, même si Riddle il est un peu plus push. Je veux dire, dès que tu quittes le roster NXT, dans le main roster, c'est une chance sur deux, mais on le sait très bien, on l'a vu plus d'une fois que la plupart du temps, il n'y a pas de chance et on rentre hein, comme je vois Nikki Cross, il y a plein de noms comme ça qui me sont venus, mais j'en ai pas des centaines. C'est très triste de voir cet enfant. Donc, moi, à chaque fois, genre, je vois Vince McMahon au Performance Center, ça me fait peur. Je sais absolument pas ce qu'il veut faire derrière. Et c'est très perturbant. Et maintenant, on attend de voir, sachant que c'est Bronson Reed, si je dis pas de bêtises, il a perdu son titre à NXT. Donc, est-ce qu'ils veulent l'envoyer dans le roster? Je sais pas. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Enfin, il y a plein de questions comme ça qui me font peur et je suis pas vraiment rassuré à l'idée. C'est Bronson Reed, évidemment, qui a perdu son titre nord-américain à NXT cette semaine au profit de Isaiah Swerve Scott et qui se dirige, selon toute vraisemblance, vers le roster principal. Ça me fait très peur. Ah oui, un peu. Quoique il est gros, il a le physique que Vince McMahon aime bien, je pense que ça peut bien se passer Oui, pour lui. mais il va pas savoir le bouquet. Oui, bon, ça c'est un autre problème. Maximilien, toi, est-ce que tu es comme Andrew, plutôt pessimiste par rapport à Vince McMahon qui est au Performance Center, ou alors est-ce que tu as encore une once d'espoir en cette compagnie pour faire des nouvelles stars? Alors, moi, contrairement à Andrew, moi j'ai un petit peu d'espoir parce que j'ai l'impression que, en fait, là où il y a certaines difficultés à créer des stars, c'est quand Vince McMahon n'est pas vraiment impliqué, qu'il suit tout ça un petit peu de loin et qu'il se dit tiens, lui il m'a l'air beau gosse, bien musclé et tout, on va en faire une star. Là, le fait qu'il se rende au Performance Center pour un petit peu, sûrement pour sonder un petit peu les coachs, tout ça, pour voir un petit peu les skills des athlètes et aussi pourquoi pas leur parler directement. J'ai espoir parce que c'est pas tout le temps que Vince McMahon fait ça. Il est sûrement aussi très, très accompagné dans ses décisions pour ce qui est des décisions concernant le main roster ou la création de la future grande star de la compagnie.
Ça, finalement, on y arrive toujours. Hein. On l'a vu avec John Cena, sur lequel Vince McMahon avait beaucoup d'espoir. Roman Reigns a fini enfin par payer. Donc moi, j'ai de l'espoir par rapport à ça. Je me dis que il sait ce qu'il fait. Il y a eu des rumeurs comme quoi la WWE était un petit peu au point mort de façon volontaire depuis quelques temps et attendait le retour des fans pour comment dire, pour redonner un petit peu des couleurs au show. Ben, je me dis que c'est peut-être dans cette logique-là que Vince McMahon est au Performance Center. C'est pour un petit peu regarder qui seront les futures grandes stars de la compagnie. Et ça, c'est quelque chose pour laquelle j'ai confiance en Vince McMahon et j'espère qu'il sait ce qu'il fait et je pense qu'il sait ce qu'il fait parce que alors même si on dit qu'il est un petit peu démodé, qu'il est plus dans le coup, je pense que s'il est toujours là actuellement, c'est qu'il y a une raison quand même, qu'il a un œil pour certaines choses. Donc voilà, j'ai quand même un petit espoir par rapport à ça. Je suis plus dans le camp de Maximilien personnellement. Je pense que si Vince McMahon s'y met vraiment, il peut nous créer une star comme ça finalement. Je veux dire, le mec a créé John Cena, enfin, il en a créé des stars. Donc clairement, je pense que s'il s'y met et si vraiment il défend le projet, c'était le Godfather d'ailleurs qui disait ça sur le podcast de Steve Austin sur le network, que si Vince McMahon est derrière un personnage, il le défend bec et ongle. Donc s'il arrive à se mettre derrière une jeune pousse, il peut l'emmener très très haut. Thomas, toi, t'es dans quel camp? Plutôt pessimiste ou optimiste? Je suis un peu entre les deux. Je suis pessimiste parce que y a qu'à voir ce qui s'est passé. Enfin, Andrew a cité les noms. Nikki Cross, la dernière en date, on voit le personnage qu'elle a, c'est n'importe quoi. Oui, les Viking Riders, à chaque fois qu'il y a eu des Otis et Tucker quand ils étaient en équipe. Finn Balor qui a dû repartir parce qu'il savait pas trop quoi en faire, comment l'utiliser. Donc ça, on sait comment ça fonctionne quoi. Quand on voit des jeunes arriver, évidemment il y a quelques réussites. Kevin Owens en est une par exemple. C'est une des meilleures réussites de l'arrivée de NXT au main roster. Puis, mais dans quel camp? Réussite ou échec? C'est compliqué parce que malheureusement il a eu les blessures qui vont avec. On sentait qu'il voulait faire quelque chose, mais à chaque fois malheureusement son corps a fait que il a été retardé. Donc pour moi c'est que ça reste une réussite, mais bon, c'est en demi-teinte. Mais on sait aussi, donc ça c'est le côté pessimiste. Après côté optimiste, oui, Vince McMahon a l'œil malgré tout. Il est un petit peu en retard, on va dire, on va se l'avouer. Il fait son âge hein, pour certaines idées. Mais ça dépend. Ça dépend s'il est bien conseillé. S'il est conseillé par Bruce Pritchard et Kevin Dunn, ça sert à rien, autant les laisser au Performance Center. S'il est conseillé par Tyson Kidd, par exemple, là, il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Bon, et ça dépend qui il prend. S'il prend Bronson Reed et qu'il en fait n'importe quoi, bon, ce serait dommage parce qu'il a énormément de talent. Donc, franchement, il faut voir avec qui il le fait, qui il a supervisé. Donc voilà, je sais pas trop, parce que Vince McMahon, malheureusement, j'ai plus trop confiance en lui. C'est ça le problème, même si ça reste grâce à lui qu'on est là en ce moment, mais faut faire gaffe quoi avec Vince McMahon, toujours. Toujours se méfier de Loki d'or, bien sûr. C'est le conseil qu'on vous donne, méfiez-vous de Loki d'or. Dans cette émission, un conseil par semaine. Aujourd'hui, c'est celui-là, n'est-ce pas? Et les bonnes infos. Et les bons tuyaux, bien sûr. On enchaîne avec la deuxième news de cette émission et on reste un peu dans le même sujet. Nous avons appris qu'il y avait quelques petits invités backstage à Raw cette semaine, notamment trois grands noms, oui, que l'on connaît au moins. Shotzi Blackheart, Scarlett et Bordeaux, Scarlett tout court, et Karrion Kross, l'actuel champion de la NXT, était backstage à Raw, donc comme je l'ai dit. Peut-être en vue de voir comment le main roster se passe pour un possible call-up de ces trois personnes. Alors, c'est plutôt étonnant. Alors, concernant Shotzi, ça m'étonne pas du tout. Scarlett, ça m'étonne beaucoup plus. Je pensais vraiment qu'ils allaient continuer à le faire avec Kross. Et Kross, ça m'étonne aussi parce qu'il est quand même champion NXT en ce moment. Et que vu comment il le build fort et fort, tout simplement, fort deux fois, ça va être compliqué de lui retirer le titre en 1 contre 1 ou même en A5. On l'a vu lors du dernier takeover, donc on verra bien. Maximilien, toi, est-ce que tu es plutôt. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses déjà de ces trois noms qui pourraient être call-up? Et surtout, qu'est-ce que tu penses de la décision de la WWE de possiblement séparer Scarlett et Karrion Kross? Alors,
Scarlett Bordeaux et Karrion Kross, ça fait partie de ces combinaisons qui pour moi sont inséparables. La WWE avait fait l'erreur il y a quelques temps de séparer Zelina Vega et Andrade et on a vu ce que ça a donné. Hein. Et ben pour moi, Karrion Kross et Scarlett Bordeaux, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc s'ils venaient déjà à entrer dans le main roster, je serais inquiet pour eux. Quand on connaît la gestion légendaire des talents de NXT vers le main roster. Mais en plus, s'ils faisaient séparément, je pense que Karrion Kross serait perdu en fait. Je m'inquiète plus pour Karrion Kross que pour Scarlett Bordeaux. Parce que je pense que Karrion Kross, en fait, c'est surtout lui qui a besoin de son valet, de son manager, plus que le contraire. Ce serait pour Bordeaux, ce serait tout bénef. Elle rentrerait dans une division féminine en plein chaos, donc ce serait cool pour elle. Mais j'ai quand même envie qu'elle reste associée à Karrion Kross. Et donc dans la même logique que par rapport à Scarlett Bordeaux, je pense que Shotzi Blackheart, elle apporterait beaucoup à la division féminine, mais j'ai peur que les officiels de la WWE lui donnent un rôle qui n'est pas à la hauteur de son talent et de son charisme. Shotzi Blackheart, elle fait vraiment partie de mes personnalités préférées en ce moment, non pas juste à NXT mais à la WWE. Elle apporte une énergie qui est quand même très contagieuse. Donc je serais mitigé entre espoir et inquiétude. Je suis d'habitude très optimiste, donc je pense qu'au début je serais emballé, mais il suffirait d'une ou deux semaines de scénario catastrophique de la part des écrivains, des scénaristes de la WWE pour me faire changer d'avis. Donc je suis très partagé par rapport à toutes ces infos parce que voilà, comme je l'ai dit, c'est toujours un risque quand une superstar fait le chemin de NXT vers le roster principal, mais en même temps il y a assez de talent pour que ces craintes soient un petit peu dissipées. Moi ce qui m'inquiète c'est plus pour Karrion Kross, parce que je pense que Karrion Kross est construit de manière très 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 solide à NXT et c'est quasiment certain que cette hype entre guillemets ne le suive pas dans le main roster, et j'aurais très peur pour lui parce que comme je l'ai dit, Scarlett Bordeaux fait entièrement partie de son personnage à lui. Il pourrait se retrouver avec une entrée beaucoup moins spectaculaire dans le main roster, et j'ai l'impression que son entrée ça fait quand même 50% de son personnage aussi. Donc je suis pas optimiste pour Karrion Kross. J'espère que après peut-être qu'ils étaient juste en backstage pour parler à leurs potes, hein, pourquoi pas, même si ça m'étonnerait. Je pense que c'est vraiment en vue de les ramener dans le main roster. Donc inquiet pour Karrion Kross, moins pour Scarlett Bordeaux et un peu pour Shotzi Blackheart. Je vais être très... T'as parlé de l'entrée de Karrion Kross, on l'a vu à Main Event, il n'y avait pas de fumée, pas de lumière et pas de Scarlett, on aurait dit un jobber. Il avait juste une ceinture. Heureusement qu'il avait la ceinture, sinon on aurait dit un jobber qui était à Main Event pour se faire défoncer. Et ça, c'est très très grave. Et je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, Scarlett, c'est 70%, mais limite du personnage de Karrion Kross. Sachant que l'entrée en prend 25, il en reste pas beaucoup pour Karrion. Mais non, clairement, Karrion Kross sans Scarlett, c'est dur. J'ai évité d'être trop sévère avec lui dans mon intervention, mais je pense exactement comme toi en fait, vraiment. Je suis un boucher, je suis là pour ça, bien sûr. Découper les gens, c'est ma passion. Thomas, je vais te donner la parole. Qu'est-ce que tu penses de ces trois noms qui étaient backstage à Raw? Et est-ce que tu as de l'espoir pour eux trois? J'étais étonné parce que bon, c'est pas la première fois qu'on a des talents de NXT qui se baladent en backstage à Raw ou à SmackDown. Mais étonné des noms parce que Karrion Kross il est champion NXT. Donc normalement, surtout vu comment il est mis en avant là-bas, il est quand même écrit super fort. Il est intouchable. Donc c'est étonnant. La dernière fois qu'il y a eu un champion NXT de passage dans le main roster, c'était Kevin Owens. Mais ça fonctionnait non seulement avec le personnage, mais Kevin Owens, il avait même pas besoin de passer par NXT. Et il était déjà énorme à l'époque. Ça fonctionnait avec John Cena, tout ça, pour bien le mettre en avant, parce qu'il y avait une énorme confiance avec lui. Au micro, Kevin Owens, il est intouchable pratiquement. Donc là, Karrion Kross, voilà, vous l'avez dit tous les deux, hein, sans Scarlett plutôt. Karrion Kross, c'est compliqué. C'est même pas beau, hein, faut l'avouer. Il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est nul. Donc, voilà. Donc, je pense qu'ils attendront quand même un petit peu avant de
les séparer, j'espère, parce que sinon ça serait compliqué. Pire qu'Andrade, je pense. Et après, Shotzi Blackheart, je sais pas, ça m'étonne vraiment, parce que je sais pas, je trouve qu'à NXT, elle a encore sa place. Je sais pas, elle peut apporter quelque chose, je sais pas. Donc j'étais surtout étonné pour elle, et très très inquiet par rapport à Karrion Kross. Parce que ça veut dire qu'ils vont bazarder le titre. S'il monte, il va monter sans le titre, et ça veut dire qu'ils vont le bazarder sur peut-être en ce moment, bon, et avec Johnny Gargano, tout ça. Je sais pas. J'avoue que ça m'embêterait que Johnny Gargano remporte le titre une nouvelle fois. Kyle O'Reilly. Ouais, bah oui, mais pour l'instant, il est occupé. Il le dit lui-même, pour l'instant, il est occupé. Donc, à voir. Étonné pour Shotzi et inquiet, très très inquiet pour Karrion Kross. Thomas, tu dis Ouais. que tu t'es étonné parce que Shotzi a encore beaucoup à apporter à NXT. Je pense que les mecs du main roster, les scénaristes et les officiels, n'en ont que faire. Je pense que Oui, non, Ah mais ouais. ils s'intéressent que Il leur y a du McMahon ne surveillance regarde pour les pas gars. NXT. Vince c'est McMahon ne sûr et regarde certain. pas NXT, donc c'est vite réglé. Il s'en fiche de NXT, Vince McMahon. Donc Je suis bon. pas sûr de ça. Oh. Je suis pas sûr de ça. Mais enfin, on va quand même donner la parole à Andrew parce que bon, j'en doute, mais je pense qu'il a quand même quelque chose d'intéressant à dire. Andrew, ton avis sur cette situation? La balle perdue est un vrai bonheur. Sur cette situation, je trouve que j'ai plus parlé de Tyrion Cross, malheureusement, comme vous venez de le faire, j'ai plus grand chose à dire dessus. C'est mauvais, hein, Tyrion Cross sans Scarlett, on va pas se mentir, hein, elle lui apporte tout le charisme qu'il a besoin. Là, Joe est en train d'essayer de relever la barre, mais dans le main roster, il n'y aura pas de Joe. Donc c'est ce qu'il faut se dire que. Après, je vais pas faire le mec très grand connaisseur, j'ai jamais vu Scarlett Bordeaux dans un ring. Donc bon, je sais pas ce que ça peut donner, ou même si en manager, ils vont la mettre manager de qui, c'est la même pas de Carrion. Euh, Après, Bronson Reed, c'est pareil. C'est vraiment. En fait, je suis un peu d'accord avec tout le monde. Au final, c'est compliqué à prévoir. Et en même temps, on n'a pas envie que ça arrive, mais on a envie que ça arrive. Donc, c'est pour le moment, on est dans le flou total. Maintenant, à voir ce que ça va donner. Mais par contre, le problème, c'est que Karrion Cross, si vous le mettez dans le main roster, c'est sans titre. Donc, le titre NXT, soit il le rend vacant comme ils ont fait avec Asuka à l'époque, soit il le donne à Gargano, qui mérite au final un peu, hein. Mais là, pour le moment, j'attends de voir. Je vais pas commencer à m'exciter ou à me dire c'est la fin des temps, mais j'attends de voir. Mais au plus vite ça arrive pour voir le désastre, ou alors au plus vite ça arrive pour qu'on voit une bonne surprise. On verra bien. On verra bien. On va rester du côté de NXT, mais NXT UK cette fois, pour cette troisième news. Et c'est une news cocorico, un peu fierté nationale. Parce que oui, mesdames et messieurs, l'une des deux Françaises dans le ring à NXT UK, Amal, est challengeuse au titre de NXT UK. Détenue par Meiko Satomura. Alors, bien sûr, félicitations à elle déjà. J'ai très très hâte, je vais peut-être regarder NXT UK pour une fois pour voir Amal dans le ring. Thomas, toi, qu'est-ce que tu penses de la situation d'Amal à NXT UK? Bah c'est incroyable. Elle est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est déjà une grande preuve de confiance des officiels de NXT UK et de NXT tout court de lui donner une chance pour le titre déjà. Donc c'est génial ça. Ensuite, bah, en plus face à Meiko Satomura, elle est considérée comme une des légendes du catch féminin. Malgré son âge, elle est quand même toujours forte sur le ring. On l'a vu c'était au Mae Young Classic. Donc elle a toujours ce qu'il faut, elle est championne. Donc déjà, c'est vraiment une grosse preuve de confiance et ça fait plaisir par rapport au fait qu'elle soit française. Voilà, c'est depuis André le Géant, les Français à la WWE, il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Il n'y en a pas eu du tout même. Donc Comment ça fait plaisir. oses-tu oublier Sylvester Lefort? Oui, malheureusement, oui, c'est vrai. Il était à NXT, il a pas. Dommage, il était au début de NXT, c'est vrai. Sylvester Lefort, Tom LaRuffa, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et en plus, bah, tu dis qu'il y avait deux Françaises. Il y a eu Mila Smith qui a fait son premier combat à NXT UK, la jeune Française, qui a fait un bon match. En plus, j'ai vu le match. Elle a fait un bon combat. Elle s'est pas fait squasher, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, tu dis deux Françaises, mais il y en avait trois sur le ring.
hier. Et oui, parce que mais je me suis corrigé, l'arbitre- c'est pour ça que j'ai rajouté dans le ring, mais il y a l'arbitre aussi, bien sûr. ouais, Artemis, qui est l'arbitre française de NXT UK, qui a arbitré le match demi-là. Donc, ouais, il y avait 3 Françaises et félicitations à L3 et félicitations à Amal parce que ça ferait plaisir de voir une Française qui gagne un titre à la WWE depuis André qui n'avait pas gardé le titre très longtemps en plus. Ça ferait vraiment plaisir. Ah, ce serait incroyable, clairement. Andrew, petit mot sur Amal. Enfin, j'ai envie de dire enfin, parce que c'est vrai qu'Amal, ça fait un moment qu'elle est à NXT UK, qu'on lui avait jamais vraiment donné de grosses opportunités. Maintenant, voir des Français en avant dans le catch américain, on va dire vraiment en avant, depuis André le Géant, ça s'est pas fait. Je sais pas, Tom LaRufa qui a été vraiment mis en avant, ni les Québécois, j'ai oublié leur nom, qui représentaient la résistance. Sylvain et comment il s'appelait? Il y avait Sylvain Dupré. Grenier et René Dupré. Ouais, René Dupré. Voilà, René Dupré. Calice. Mais non, c'est vrai qu'on en a pas eu beaucoup en avant, donc ça se ferait du bien, enfin, de voir catcheuse et on va dire à Malin Ring pour en avoir vu des extraits, parce que je vais pas faire le grand connaisseur de NXT UK. Pour avoir vu des extraits de la Malin Ring, c'est loin, très loin d'être mauvais. Meilleur que par exemple Tamina. Mais Ouh là 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 là, balle perdue Oh là à là. Tamina. Ouah, Maximilien en sueur. Oh, waouh, celle-là, elle est belle. Hein. Ah ouais, là je m'en remettrai pas, je pense. Continuez sans moi les gars. et non, donc en espérant que ça le fasse, parce que si je me crois bien, la championne actuelle est vieille, si je dis pas de bêtises. Commence à se dater un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Très vieille. Peut-être donner le titre à Mal maintenant et voilà, et on voir ce qui peut se passer. Parce que ça peut être que intéressant de voir enfin un catcheur européen, on va dire européen, mis en avant et félicité, remercié, vous voyez ce que je veux dire, de tous ses efforts, Ouais, ça, très parce bien. que On voit très bien. c'est vrai que le seul catcheur qui a été mis en avant européen entre énormes guillemets, c'est Santino Marella. Je le rappelle. Donc maintenant, à voir où ça va aller. Mais je suis très content pour elle et j'espère du plus profond de mon cœur qu'elle va remporter ce titre. On l'espère tous. Maximilien, si tu peux peut-être enchaîner sur un petit dernier mot pour Amal, Ce malgré sera cette balle perdue sur Tamina. ce sera Je suis au sol mais je suis pas encore mort. Je vais pas rajouter grand chose. Félicitations à Amal parce que c'est elle qui représente notre pays. Alors elle est plus seule, c'est génial, mais c'est elle qui a NXT UK signé en tant que superstar de la WWE depuis le plus longtemps. Elle le mérite. Elle est très charismatique. Elle me fait marrer sur Twitter. Donc je suis très content que ce soit elle la représentante et je suis content qu'elle ait un match pour le championnat. On lui souhaite de gagner. J'espère très, très fortement qu'elle sera championne après son combat. Donc félicitations à Amal, elle le mérite. Elle le mérite et c'est vrai qu'elle est très très forte au micro. Elle nous balance des petites punchlines de Booba et ça c'est beau. Et ça c'est très très beau. En tout cas, on a fini avec les news, c'est l'heure du main event de cette émission, bien sûr. Le débat, le fameux débat qui porte, comme je vous l'ai dit, sur la Covid era, j'ai appelé ça comme ça. Cette ère sans fans qui arrive à son terme, c'est les tout derniers shows et ça fait tellement du bien de savoir que les fans vont revenir. La question que je vous pose aujourd'hui, ce soir, messieurs, est très simple. Selon vous, quelle est la superstar de cette Covid era? J'ai choisi 2 personnes et je vais faire commencer Thomas. Tu peux commencer sur ce débat. Moi, pour ce débat, j'ai choisi Dominique Mysterio pour superstar de la Covid era parce que je l'ai trouvé vraiment très très impressionnant depuis son arrivée au mois d'août 2020. Je l'ai trouvé vraiment très fort. Il a pas beaucoup d'expérience et il a commencé direct dans le bain hein, avec un street fight face à Seth Rollins. Donc Seth Rollins qui est pas la moitié d'un mauvais. À C'est quand SummerSlam. même à SummerSlam, au mois d'août donc. Donc voilà, Seth Rollins qui est pas la moitié d'un mauvais sur le ring. Il a tenu la dragée haute à Seth Rollins. Seth Rollins l'a bien mis en avant et depuis il est sur une pente ascendante. On l'a vu dès le début. En plus, ce que j'allais dire, il a quand même un nom à porter. C'est difficile d'être le fils de Rey Mysterio et d'avoir en plus une famille de catcheurs, hein, ses grands-parents aussi, ses oncles et tout.
tout le monde est catcheur, donc c'est quand même compliqué à porter quand on a que 24 ans et qu'on a fait que 30 matchs, 30 combats professionnels à la WWE. D'ailleurs, tu voulais des stats, je vais t'en donner. C'est moi l'homme des stats ici. Il est à 50-50 pour l'instant. 15 victoires, 15 défaites. Voilà. En plus, il a déjà un titre, l'air de rien. C'est pas donné à tout le monde de gagner un titre lors de sa première année. Donc voilà, moi j'ai trouvé vraiment très bon et sur le ring, il a vraiment quelque chose. Il arrive à rendre ça très divertissant déjà. Il encaisse bien les coups, là de rien. On l'a vu avec la dernière fois où Roman Reigns le balance dehors, Manu Militari avec un powerbomb. Donc il tient les coups, il est très divertissant, il vend bien les coups et il est très très bon, l'air de rien. Il est vraiment très bon. Alors certes, il a pas combattu devant un public, ça peut changer beaucoup de choses, de jouer avec le public aussi, de sortir quelques secondes du match pour parfois répondre au public. Donc à voir ce que ça va donner avec le retour des fans. Mais moi j'ai trouvé vraiment très bon, surtout pour son jeune âge et son jeune âge, pardon. Et sa courte expérience, pour moi, il m'a impressionné. Il m'a vraiment impressionné, surtout qu'il avait beaucoup d'attentes sur lui au vu de son nom. Son nom de famille, n'est-ce pas? Évidemment. Donc on a un Dominique Mysterio pour la 12, pour superstar de cette Covid era. C'est pas un choix auquel je m'attendais pour le coup, mais je le comprends totalement. Il est très très pertinent, ce choix, très bien défendu. Andrew, je connais les choix de mes compères, donc je vais pas faire le gars surpris. Tu as choisi une femme pour cette superstar de la Covid era. Et attention, contre-pied totalement fou, que des rebondissements dans cette émission. Je viens de réfléchir, mais Seth Rollins. C'est terrible de me faire ça. Il m'avait dit Asuka. Oh là là. Oui, mais Asuka chez les femmes. Asuka, la première partie, Asuka, première partie de la Covid era, elle est loin devant tout le monde. Et il n'y a pas de débat là-dessus. Si, il y a un gros mais si on prend le général, donc première partie et deuxième partie avec le Thunderdome, tout ça, Seth Rollins vraiment a fait un taf de malade. Du début à la fin, à part son petit moment d'absence, dès qu'il est revenu, il a fait un travail fou. Ça se voit que Rollins, c'est un très grand professionnel. Il est un génie, même si, voilà, il a ses petits défauts, mais c'est un génie, mais pour moi. Donc, pour moi, oui, je vais mettre un énorme billet sur Seth Rollins. Et même si en deuxième place, je mets quand même Asuka loin devant toutes ses comparses pour la première partie. Donc Seth Rollins pour le monsieur qui change d'avis en milieu d'émission, super. Maximilien, j'espère que toi tu n'as pas changé d'avis et que tu vas rester fidèle au chef de la tribu, n'est-ce pas? Tout à fait, je vais rester fidèle au chef de la tribu, je vais rester fidèle à Roman Reigns. Je vais même envoyer un boomerang. Ce boomerang va aussi intercepter Jey Uso dans sa trajectoire. Je vais mettre Roman Reigns et Jey Uso qui pour moi ont été les stars de cette période très étrange dans l'histoire de la WWE. Je vois pourquoi mes camarades ont évoqué les noms qu'ils ont évoqués. Cependant, personne pour moi n'arrive à la cheville de Roman Reigns dans cette période. En fait, j'ai envie de vous dire, imaginons que Roman Reigns n'ait pas fait ce heel turn, qu'il soit pas revenu pendant cette période. Imaginons 2 secondes, qu'est-ce qui nous intéresserait à la WWE actuellement? Ben pas grand chose. Moi je vous le dis, il y aurait pas grand chose. Oui, alors PA on s'en doute, Sasha Banks, qui était d'après toi la meilleure superstar de la WWE même quand elle était sur le tournage de Star Wars. Donc voilà, mais non, pour moi Roman Reigns est absolument incroyable dans son nouveau rôle. Et il a emmené avec lui Jey Uso qui s'est révélé vraiment ces derniers temps, qui a été une des lumières de SmackDown de façon régulière, de façon hebdomadaire, et c'est vraiment pour moi cette storyline de la table, du chef de table, pour moi c'est la meilleure à la WWE actuellement. Rien n'arrive à la cheville de cette storyline. Roman Reigns a un petit peu, j'ai envie de dire, sauvé le produit WWE à plusieurs reprises. C'est-à-dire que si on s'appuyait pendant une très longue période, si on s'appuyait sur Raw pour trouver de l'intérêt à la WWE, il fallait vraiment creuser très très loin, alors qu'à SmackDown, l'intérêt était tout trouvé et c'était Roman Reigns.
Je trouve aussi que, alors ça va complètement à son avantage, mais le fait qu'il n'y ait pas de public pour la plupart des shows, une grosse majorité des shows dans cette période, ça l'a beaucoup aidé parce que ses promos sont très basses, il parle avec une voix très basse, une voix qui aurait été écrasée par les huées ou les clameurs de la foule. Et donc c'est quelque chose qui lui allait très bien, et pour moi il n'y a même pas de débat, ça se discute pas. C'est Roman Reigns avec un petit point bonus, un bon point pour Jey Uso aussi. Juste, PH, je te Une coupe petite juste avant que image, tu oui. commences. Avant que tu Vas-y. commences par rapport à ce qu'a dit Maximilien. Je suis d'accord avec par rapport à ce qu'il dit sur Jey Uso aussi. Pour moi, c'était mon deuxième choix. Je l'avais mis en numéro 2 derrière Dominique Mysterio. Parce que on l'a vu, enfin, les Uso, ils sont là depuis longtemps, ils sont là depuis 2009-2010. Et même s'ils ont toujours été très bons, il y avait toujours un moment de. Bah, on s'ennuie un peu, ils ont toujours le même personnage, c'était rarement très intéressant. Et là, on les a vus au micro, dans un autre style, un peu plus, même un peu gangsta, tu vois, donc dans ce style-là. Donc ça, il y avait quelque chose de très plaisant. Et même sur le ring, quand on a le match entre Roman Reigns et son cousin pour le titre, c'était très violent. On a vu un autre catch et on a vu Jey Uso vraiment tenir la dragée haute un peu à Roman Reigns et se révéler, je trouve. Il s'est vraiment révélé. Même en solo, il fonctionne bien. Donc voilà, c'est vrai que c'est un bon point de cette période compliquée pour le monde. C'est maintenant l'heure pour moi de donner mon choix, mes choix, parce que j'ai triché, j'en ai pris 2. Tout le monde a fait ça, Andrew en a pris 2, Maximilien en a pris 2, Thomas Vanderpump qui en a fait 2. Moi j'en ai pris 2 tout de suite, j'ai tout de suite assumé. Et pour commencer à développer tout ça, je vais vous ramener le 22 août 2015. Alors c'est un peu loin maintenant, je l'accorde. Ce 22 août 2015 a lieu NXT TakeOver Brooklyn, l'un des tout premiers NXT TakeOver, le premier d'une longue série de TakeOver à Brooklyn, le week-end de SummerSlam. Et dans ce match, il y a eu, selon moi, et selon beaucoup de ce show, pardon, selon beaucoup, moi, pardon, et beaucoup d'autres observateurs, le match féminin, le meilleur match féminin, tout simplement all time. Sasha Banks et Bayley pour le titre de la NXT. Maintenant, on va revenir dans cette ère du Performance Center et du Thunderdome. Et en fait, ben, cette feud a rené, tout simplement. Je suis en train de galérer, c'est terrible. René enfin, Dupré Et à renaître, voilà. Pour nous offrir un match, plusieurs matchs d'ailleurs, et une histoire incroyable. Mais même avant ça, en fait, je pense que l'été de Sasha Banks et Bayley est tellement sous-estimé. On a eu un run incroyable où les Golden Role Models, comme elles se sont appelées, Sasha Banks et Bayley ont dominé tout. Elles allaient et tout ce qu'elles touchaient, c'était de l'or. N'importe où elles allaient, c'était du ratings. Ça a battu l'AEW à un moment quand NXT était encore un mercredi, alors que l'AEW avec Chris Jericho en main event, ça a battu ça. Il y a des semaines où elles étaient à SmackDown, puis à Raw, puis à NXT, puis à SmackDown. Elles ont carry la WWE sur leurs épaules pendant cette période. Alors bien sûr, elles ont été aidées par Roman Reigns, par le Finn, certains peuvent dire, par Seth Rollins qui a fait un truc bien. Elles ont été aidées, il y a eu Asuka aussi, mais en fait, pour moi, la dynamique de on est ensemble, toutes les semaines on est là, on débute la deuxième heure de SmackDown à chaque fois parce que c'est là qu'il faut du rating, donc on va les mettre là. Puis après, il y a eu la trahison de Bayley, le retour de Sasha Banks à Clash of Champions, le match à Hell in a Cell, absolument incroyable, le meilleur Hell in a Cell match féminin de l'histoire aujourd'hui. Sasha Banks et Bayley, tout simplement. En fait, c'est peu importe ce qu'elles font, ça marche. Et Sasha Banks après a continué, donc c'est pour ça que peut-être que je mettrais Sasha Banks un peu au-dessus. C'est que après Hell in a Cell, Bayley a perdu du momentum, c'est normal. Vu qu'elle n'avait plus de titre, Sasha Banks, elle a raidé cette vague de momentum, mais comme jamais. Et elle a aidé à envoyer Bianca Belair sur la Lune à WrestleMania. Et là, Bayley revient pour continuer à aider à mettre en avant Bianca Belair. Donc voilà, en fait, Sasha Banks et Bayley, tout simplement, ont fait un été, une saison Thunderdome absolument incroyable. Et je pense que c'est trop vite oublié parce qu'on a l'habitude qu'elles soient bonnes régulièrement. Mais là, elles ont step up très fort et la WWE s'est beaucoup appuyée sur elles. Je comprends que ça puisse saouler quelques-uns parce que elles étaient tout le temps mises en avant.
Mais bon, en même temps, quand on est bon, on est mis en avant. Voilà, il n'y a pas trop de débat là-dessus, selon moi. Alors oui, Roman Reigns fait une fin de Thunderdome absolument incroyable. Mais pour l'ensemble de leur œuvre, Sasha Banks et Bayley pour moi. Je sais pas si vous avez des trucs à ajouter, messieurs. Non, ça se tient bien, hein. Tes arguments fonctionnent, hein, puisque c'est vrai, elles ont été à un niveau rarement atteint pour les filles à la WWE, vu comment ils les utilisent. Donc non, ça fonctionne bien, ça marche, pour Et moi. avant Ça- qu'il y ça- ait d'autres réponses, peut-être, je ça tiens à marche préciser que aussi. Sasha Banks a main event à WrestleMania. C'est Un point vrai. en plus. C'est vrai. Mais si devant des fans, je sais pas si ça compte. Bien sûr que ça compte, c'est WrestleMania. Si, ça Vas-y, compte, ça compte. Mention spéciale à Rétribution pour moi, qui a égayé mes mardis matins. Non, mais t'as pas le droit de faire ça, Rétribution. J'avais oublié Rétribution d'ailleurs. Tu sais que- Le flop, ouais. Tu sais que j'avais complètement oublié leur nom, il m'est revenu il y a 30 secondes. Comment gâcher à Comment lui un gâcher talent pareil? une fin d'émission. Allez. C'est terrible. Andrew, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on peut s'arrêter là? Non, de ce côté, tout est carré. J'ai entendu les arguments, je les accepte en demi-teinte, mais très intéressant. Je me suis beaucoup intéressé, donc merci PA pour ce beau moment. Bah, de rien. De parler de Sasha Banks, de toute façon, moi j'ai très hâte qu'on fasse le débat qui est la meilleure superstar all time parce que là je vais vous en mettre plein les mirettes. Pour une fois, je vais bosser sur cette émission. Oui, bien sûr. En tout cas, écoutez, c'est donc la fin de cette émission. Dites-nous, vous, qui est selon vous la superstar de cette Covid era? Vous avez le droit d'en prendre 2, 3, de faire un top 5, un top 20 si vous avez envie, mais ça, c'est un peu long. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un autre recap d'une semaine de catch. Et dans 2 semaines, il me semble que c'est déjà Money in the Bank. Donc, on parlera de Money in the Bank, bien sûr. En attendant, portez-vous bien et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao tout le monde. Ciao.